Bon début de semaine, il est 8h. L'heure de retrouver un nouveau journal avec vous, Sébastien Krebs. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est lundi matin, c'est peut-être la reprise. Courage, merci de nous faire confiance ce matin. Théo Manval nous rejoint pour le journal. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À la une ce matin. Vladimir Poutine reçu au fort de Brégançon. Au-delà de la poignée de main qui sera scrutée sur les bords de la Méditerranée, les enjeux diplomatiques ne manquent pas. Et si c'était le bon moment pour obtenir des concessions du maître du Kremlin d'ordinaire inflexible. Et juste après le journal, on y revient avec l'éclairage de Didier François sur ces enjeux. Et on en parle à 8h15 avec mon invité politique ce matin. Je reçois Pascal Lamy, ancien président de l'Organisation mondiale du commerce. À 5 jours du G7, Biarritz commence déjà à ressembler à un camp retranché. Les mesures de sécurité ne font pas les affaires des commerçants ni des touristes, vous l'entendrez. Dans ce journal également, faute de place, des étudiants au camping pour se loger dans certaines villes universitaires. Week-end de manifestation d'une ampleur historique à Hong Kong. Et puis Paris qui se prend les pieds dans le tapis. 2 matchs et déjà une défaite en Ligue 1 hier soir pour le PSG. Europe 1. Après les ors de Versailles, Vladimir Poutine aura donc droit ce soir au fort de Brégançon. Le président russe attendu pour dîner avec Emmanuel Macron après un tête-à-tête en fin d'après-midi. Après Theresa May l'an passé, c'est la 2e fois que le président français accueille un chef d'État étranger sur son lieu de vacances, au climat particulier pour un dialogue peut-être plus détendu, Adrien Beck. Un cadre intime pour 1 heure de tête-à-tête. Si officiellement le dialogue Macron-Poutine s'annonce franc et exigeant, dixit l'Elysée, le fort de Brégançon, ses pins parasols, ses bougainvilliers et sa superbe vue sur la Méditerranée pourraient adoucir les échanges. Brégançon se prête à des discussions plus feutrées, observe un proche du chef de l'État. Un atout donc, alors que les sujets brûlants ne manquent pas. Syrie, Iran, Ukraine, les crises les plus sensibles du moment, reconnaît-on à l'Elysée, crise dont Moscou détient une partie des clés. Avec cette rencontre, il s'agit aussi d'améliorer le dialogue avec Moscou, de converger sur l'essentiel, loin de l'agitation de l'Elysée. D'ailleurs, le dîner qui suivra, le tête-à-tête entre les deux présidents, n'aura rien d'un dîner d'État. Emmanuel Macron comme Vladimir Poutine ne seront accompagnés que de petites délégations, de quoi tenter d'arrondir les angles à quelques jours d'un G7 dont la Russie a été exclue depuis l'annexion de la Crimée. Même si l'entourage du chef de l'État l'admet, ce n'est pas avec un entretien qu'on réglera toutes les difficultés. Adrien Beck du service politique d'Europe 1, on le voit, les sujets ardus sont nombreux, mais le moment est peut-être le bienvenu pour en discuter avec le président russe qui pourrait être plus enclin au compromis, Nicolas Tonev, au vu du contexte dans lequel il se trouve actuellement chez lui. Oui, car ce qui fait sa force depuis des années dans les négociations, c'est l'absence totale d'opinion publique contradictoire dans son pays, l'argent issu du pétrole et du gaz, le mépris du droit international comme en Crimée et la continuité du pouvoir. Or, tous ces atouts sont aujourd'hui affaiblis. Après 20 ans de Poutine, les jeunes Russes des grandes villes ne suivent plus la propagande mais regardent Internet et choisissent leurs informations. L'argent est plus rare alors que les foyers de tension entretenus par Moscou en Ukraine, la guerre de Syrie, le Venezuela coûtent très cher et les sanctions économiques appliquées depuis l'annexion de la Crimée pèsent également sur le pays. La pauvreté reprend le dessus en Russie depuis ces 2 dernières années. C'est donc un Poutine à la superbe écornée qui vient en France. Il a dans le fond besoin d'une main tendue, même s'il est hors de question de le montrer, à ceci près qu'il a déjà fait preuve de bonne volonté il y a quelques jours en laissant sortir de prison pour l'assigner à résidence à Moscou un banquier français accusé de malversation dans une affaire concernant des cercles proches du pouvoir russe. Merci beaucoup Nicolas Tonev. Et on revient en détail sur les enjeux de cette rencontre. Que vont se dire les deux hommes? De quoi vont-ils parler? On en parle avec Didier François juste après le journal. Europe 1, 8h04. Vladimir Poutine ne sera donc pas au G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz, mais dont les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Le rassemblement des grandes puissances mondiales est déjà en train de transformer la station de la Côte Basque en bunker, aux rues bientôt totalement bouclées, aux grandes dames des commerçants, mais aussi des touristes, comme l'a constaté sur place notre envoyée spéciale Claudia Bertram. Même les touristes n'ont que ce mot-là à la bouche. Le G7, Cécile et sa famille s'en seraient bien passés. Ils viennent d'arriver à Biarritz et le sommet a lieu en plein pendant leur séjour. On l'a su avant de venir, mais très peu de temps avant. Quand on a réservé il y a 6 mois, forcément, on n'y a pas du tout pensé. On ne savait pas qu'il y aurait le G7. Sinon, ça aurait changé peut-être notre destination. C'est vrai que ça va nous impacter quand même
un petit peu, quoi. Car pour les touristes, impossible d'accéder au centre-ville. Claudine vient passer ses vacances chez des amis biarros qui habitent en zone bleue et qui ont tout prévu. Mon ami Jean-Pierre, il a fait toute la démarche pour avoir les badges pour circuler en voiture et à pied. On vient d'abord pour la plage. A priori, on peut venir se baigner sur ce lac qui est à Port-Vieux. Voilà. Si on doit tous se concentrer ici, il y aura un souci. Mais on ira un petit peu plus loin. Voilà. S'adapter, tous les touristes y sont obligés, même ceux qui ne logent pas dans la cité basque. Jean-Michel avait prévu de visiter Biarritz en fin de semaine. Quand vraiment ça va être lancé, il va y avoir beaucoup de forces de l'ordre, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui sont contre tout ça. Ça risque d'être un peu chaud partout. Donc il va peut-être falloir éviter. Il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'on organise un G7 qui est quelque chose quand même mondial. En plein été, en pleine saison touristique, je trouve ça un petit peu limite. Au-delà du confinement de la ville, ce sont surtout les débordements lors des actions anti-G7 qui inquiètent certains touristes. Biarritz, Claudia Bertram, Europe 1. Et un G7 de Biarritz qui se déroulera devant un océan agonisant. C'est l'alerte que lancent 2 associations environnementales ce matin, notamment France Nature Environnement. Elles dénoncent la pollution de l'eau aux détergents pétrochimiques qu'on trouve notamment dans nos lessives et qui sont peu filtrés par les stations d'épuration. Ces associations demandent aux dirigeants du G7 de les faire interdire. Après 3 semaines d'arrêt pour cause de pollution au plomb, le chantier de Notre-Dame reprend ce matin avec des procédures de sécurité renforcées, une entrée unique sur le site, des zones de décontamination plus nombreuses et mieux séparées du reste des travaux. Le préfet de police Michel Cadot doit se rendre sur place pour vérification ce matin. Un Paris où, on le sait, se loger est compliqué quand on est étudiant. Et bien le marché se tend aussi désormais dans les villes moyennes. Oui, le nombre d'étudiants est en constante augmentation au point que de nombreuses villes universitaires comme Angers par exemple ont de plus en plus de mal à faire face à la demande. Angers qui compte aujourd'hui 40 000 étudiants pour 150 000 habitants et qui cherche donc des solutions mode Descamps. Début juillet, 80% des studios et des appartements une pièce étaient déjà loués dans le centre-ville d'Angers. Alors pour les étudiants qui poussent ces jours-ci la porte de l'agence immobilière d'Alison Carrier, il ne reste pas grand-chose. Cette année, les gens sont venus encore plus tôt, mai-juin, et début juillet, on n'avait plus de logement. Ce qu'on a observé, nous, c'est que dans les typologies type 3 d'appartements, donc avec 2 chambres, ils ont été pris très rapidement. Mais là, ce qu'on observe surtout, c'est que les gens continuent à se mettre en colocation, mais dans des appartements comme des studios ou des appartements où il n'y a qu'une chambre. Donc ils sont à plusieurs dans des petits logements. Pour échapper à un logement surpeuplé, certains étudiants désespérés se tournent vers le camping de la ville. Là-bas, il y a quelques chalets en bois et mobil-home. La responsable, Justine, a reçu plusieurs dizaines d'appels depuis le début de l'été. On a énormément de sollicitations de parents qui galèrent en fait à trouver un logement pour leurs enfants. Ils nous disent tous qu'ils cherchent quelque chose, qu'ils n'arrivent pas à trouver, que c'est compliqué. Est-ce qu'on a quelque chose? Combien est-ce que ça coûterait? Ils sont pour le coup beaucoup inquiets. Une solution qui reste de toute façon temporaire puisque l'établissement fermera ses portes début novembre jusqu'au printemps. Mode Descamps pour Europe 1. La suite du journal de Théo Manval avec ses manifestations monstres à nouveau dans les rues de Hong Kong hier. Une marée de parapluies, 1 700 000 personnes sous des trompes d'eau selon les organisateurs, les militants pro-démocratie qui ne veulent pas céder face aux menaces de répression venues de Pékin, dont les blindés et les militaires se trouvent toujours près de la frontière. Sébastien Lebelzik. Pendant des heures et sous une pluie battante, des centaines de milliers de manifestants ont envahi le cœur de Hong Kong. Après 11 semaines de mobilisation, ils ne sont pas prêts de quitter la rue. Comme ce manifestant, ils refusent de se laisser intimider par les pressions venues de la Chine et de la police. La chef de l'exécutif ne répond pas à nos demandes comme le suffrage universel ou des enquêtes contre les violences policières. La colère des Hongkongais s'amplifie. C'est pour ça que nous sommes aussi nombreux aujourd'hui. Ces derniers jours, le mouvement était devenu plus violent, notamment lors de l'occupation de l'aéroport. Mais hier, tout s'est passé dans le calme. Pour cette jeune femme, c'est un message clair adressé au gouvernement. Même si je pense que le gouvernement ne répondra pas à toutes nos demandes, c'est important d'être là aujourd'hui. Et on ne laissera pas tomber, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. Mais Pékin sort les dents. La Chine a accusé de terrorisme certains protestataires avant d'exhiber à la frontière ses blindés militaires et ses soldats, toujours stationnés en ce moment à une encablure de Hong Kong. À Hong Kong, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Toujours pas de dénouement en Méditerranée pour les 107 migrants encore à bord du navire Open Arms. Après l'accord passé entre 6 pays dont la France pour les prendre en charge, l'Espagne a proposé d'accueillir le bateau dans son port d'Algésiras, tout au sud du pays. Irréaliste, répond l'ONG qui assure que la situation à bord ne permet pas de faire 5 jours en mer. L'Open Arms stationne près de Lampedusa. Madrid propose désormais de l'accueillir aux îles Baléares. En Italie, les secours doivent récupérer ce matin le corps sans vie de Simon Gauthier, localisé hier soir dans un ravin à 200 km au sud de Naples. On était sans nouvelles depuis 9 jours de ce Français de 27 ans parti faire une randonnée en solitaire. Il est donc décédé, semble-t-il, des suites d'une chute dans cette zone très escarpée. Et on termine avec le football. Début de saison décidément agité pour Paris. Le PSG renversé hier soir sur la pelouse du Stade Rennais. Défaite 2-1 après avoir pourtant ouvert le score. L'an passé, il avait fallu attendre la 23e journée pour voir Paris tomber. Mais ce début de saison semble déjà moins impérial sur fond d'un feuilleton Neymar qui peine toujours à trouver son épilogue. Julien Froment. Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne sait plus voyager. Pourtant, Rennes était l'une de ses destinations favorites. Les Parisiens n'avaient plus perdu là-bas depuis 8 ans. Mais hier soir, les champions de France ont tout fait à l'envers. Une attaque stérile, une défense fébrile et un milieu de terrain dépassé par un gamin d'à peine 16 ans, le prometteur rennais Eduardo Camavinga. Bref, suffisant pour relancer une fois de plus le débat sur l'absence de Neymar. Écarté du groupe tant que sa situation ne sera pas clarifiée. Le capitaine parisien Thiago Silva est le premier à prendre une position claire sur le sujet. Neymar est sportivement essentiel au Paris Saint-Germain. Neymar, même avec un jambe, je crois qu'il peut faire des choses incroyables comme Messi, comme Cristiano. Bien sûr qu'il nous manque pour cette équipe, c'est un joueur indispensable. Neymar est un joueur clé de cette équipe. J'espère qu'à la fin, il peut rester avec nous. Comme ça, nous sommes beaucoup plus forts. Que le cas Neymar soit réglé ou non, Paris, qui compte déjà 3 points de retard sur Lyon au classement, va devoir réagir et vite. Cela passera par un résultat dès dimanche prochain contre Toulouse au Parc des Princes. Rennes, Julien Froment, Europe 1. Et en tête de la Ligue 1, c'est donc Lyon qui est leader ce matin après sa victoire 6-0 face à Angers vendredi soir.